Là-bas, de l'autre côté du pont, les rames de métro disparaissaient les unes après les autres. J'ai feuilleté le carnet, je lisais les noms aux encres de couleurs différentes, bleu, noir, violette. Les noms en violet semblaient les plus anciens, et ils étaient d'une écriture plus appliquée. Quelques-uns d'entre eux avaient été rayés. À ma grande surprise, je remarquai un nombre assez important de noms avec, pour adresse, les rues du quartier où je me trouvais maintenant. J'ai conservé ce carnet et je recopie. Ivan Chapochnikov, 1 avenue Paul Doumer, Kléber, 7346. Nick de Morgoli, 14 square de l'Albonie, Trocadéro, 6581. Guy de Voisin, 23 rue Rénoir, Jasmin, 3318. Taudis Werner, 28 rue Schaeffer, Passy, 90-90. Marie Tchernitchev, 30 quai de Passy, Jasmin, 64-76. Encore une fois, 30 quai de Passy, Alexis Moutafolo, Auteuil, 70-66. L'après-midi, je suis allé à certaines de ces adresses par curiosité, toujours les mêmes façades claires avec des baies vitrées et de grandes terrasses, comme aux 4 de l'avenue Albert Demain. Je suppose que l'on disait de ces immeubles qu'ils avaient le confort moderne et certaines particularités, chauffage au sol, pas de parquet, mais des dallages en marbre, portes coulissantes et l'impression d'être à bord d'un paquebot immobile en pleine mer. Et le néant, derrière ce luxe trop visible. Je savais que mon père, depuis sa jeunesse, avait habité souvent des immeubles de ce genre et qu'il ne payait pas le loyer. L'hiver, dans les pièces vides, l'électricité était coupée. Il était l'un de ces passagers qui changeaient à une cadence rapide, sans jamais se fixer nulle part, ni laisser de traces derrière eux. Oui, des gens dont on aurait du mal plus tard à prouver l'existence. Inutile d'accumuler des détails précis, numéros de téléphone, lettres de l'alphabet des différents escaliers dans les cours. Voilà pourquoi l'autre nuit, avenue Albert Demain, j'avais ressenti un léger découragement. Si je franchissais la porte cochère, je ne déboucherais sur rien. C'est cela qui m'avait retenu, plutôt que la crainte d'être interpellé comme un rôdeur. Je poursuivais une recherche à travers des rues où tout était en trompe-l'œil. Mon entreprise m'avait paru aussi vaine que celle d'un géomètre qui aurait voulu établir un cadastre sur du vide. Mais je m'étais dit, est-ce vraiment au-dessus de tes forces de retrouver une certaine Jacqueline Beausergent? Je me souviens que cette nuit-là, j'avais interrompu la lecture des Merveilles célestes au milieu du chapitre traitant des constellations du Sud. J'étais sortie de l'hôtel sans donner la clé de ma chambre au bureau de la réception où il n'y avait personne. Je voulais acheter un paquet de cigarettes. Le seul tabac encore ouvert se trouvait sur la place du Trocadéro. Du quai, j'ai monté les escaliers et, après avoir dépassé la petite gare, j'ai cru entendre le perroquet de la closerie qui répétait de sa voix étranglée « Fiat couleur vert d'eau, Fiat couleur vert d'eau ». Il y avait encore de la lumière derrière la vitre. Ils poursuivaient leur partie de cartes. J'ai été surpris que l'air soit si tiède
pour une nuit d'hiver. Les jours précédents, la neige était tombée et il en restait encore des plaques dans les jardins en contrebas avant le musée de l'homme. Pendant que j'achetais les cigarettes au grand café, un groupe de touristes s'est assis aux tables de la terrasse. J'entendais leurs éclats de rire. J'étais étonné qu'on ait disposé ces tables dehors et pendant un instant, j'ai éprouvé une sorte de vertige. Je me suis demandé si je ne confondais pas les saisons, mais non. Les arbres sur la place avaient bien perdu leurs feuilles et l'on devrait attendre encore longtemps pour que revienne l'été. J'avais marché depuis des mois et des mois dans un tel froid et un tel brouillard que je ne savais plus si le voile se déchirait un jour. Était-ce vraiment trop exiger de la vie que de vouloir prendre un bain de soleil en buvant une orangeade avec une paille? Je suis resté quelque temps à respirer l'air du large sur l'esplanade. Je pensais au chien noir de l'autre nuit, celui qui était venu me rejoindre de si loin à travers toutes ces années. Quelle bêtise de ne pas avoir retenu son numéro de téléphone. J'ai pris la rue Vineuse comme l'autre nuit. Elle était toujours dans la pénombre. Peut-être y avait-il une panne d'électricité. Je voyais briller l'enseigne du bar ou du restaurant, mais d'une clarté si faible qu'on discernait à peine la masse sombre d'une voiture garée juste avant le tournant de la rue. Quand j'y suis arrivé, j'ai eu un coup au cœur. J'ai reconnu la Fiat, couleur verre d'eau. Ce n'était pas vraiment une surprise. Je n'avais jamais désespéré de la trouver. Il fallait être patient, voilà tout. Et je me sentais de grandes réserves de patience. Qu'il pleuve ou qu'il neige, j'étais prêt à attendre des heures dans la rue. Le pare-choc et l'une des ailes étaient endommagées. À Paris, il y avait sans doute beaucoup de Fiat couleur verre d'eau, mais celle-ci portait bien les traces de l'accident. J'ai sorti de la poche de ma canadienne mon passeport dans lequel était pliée la feuille que m'avait fait signer Solière. Oui, c'était le même numéro d'immatriculation. J'ai regardé à l'intérieur. Un sac de voyage sur la banquette arrière. Je pouvais laisser un mot entre le pare-brise et l'essuie-glace où j'aurais indiqué mon nom et l'adresse de l'hôtel Frémier. Mais j'ai voulu tout de suite en avoir le cœur net. La voiture était garée juste devant le restaurant. Alors j'ai poussé la porte de bois clair et je suis entré. La lumière tombait d'une applique derrière le bar et elle laissait dans la pénombre les quelques tables disposées de chaque côté le long des murs. Et pourtant je vois bien ces murs dans mon souvenir. Ils sont tendus d'un velours rouge très usé et même déchiré par endroits, comme si ce lieu avait connu une époque de faste il y a longtemps, mais que personne n'y venait plus, sauf moi. Sur le moment, j'ai cru que j'étais entré bien après l'heure de la fermeture. Une femme était assise au bar et elle portait un manteau brun foncé. Un jeune homme à la taille et tête de jockey débarrassait les tables. Il m'a dévisagé. « Vous désirez ?» C'était trop long à expliquer. J'ai marché vers le bar et au lieu de prendre place sur l'un des tabourets, je me suis arrêté derrière elle. J'ai posé la main sur son épaule. Elle s'est retournée dans un sursaut. Elle me fixait d'un regard étonné. Une grande éraflure lui barrait le front, juste au-dessus des sourcils. « Vous êtes Jacqueline Beausergent ?» J'étais surpris de la voix détachée avec laquelle j'avais posé cette question. J'avais même l'impression qu'un autre s'en était chargé pour moi.
Elle me dévisageait en silence. Elle a baissé son regard, il s'attardait sur la tache de ma canadienne, puis plus bas, sur ma chaussure d'où dépassait le pansement. Nous nous sommes déjà rencontrés place des Pyramides. Ma voix me semblait encore plus nette et plus détachée. Je me tenais debout derrière elle. Oui, oui, je m'en souviens très bien, place des Pyramides, et sans me quitter des yeux, elle me souriait d'un sourire un peu ironique, le même me semblait-il que l'autre nuit dans le panier à salade. Nous pourrions nous asseoir. Elle me désignait la table la plus proche du bar, qui était encore recouverte d'une nappe blanche. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Elle a posé son verre sur la nappe. Je me demandais quel alcool il pouvait contenir. « Vous devriez boire quelque chose, m'a-t-elle dit en remontant, vous êtes très pâle. » Elle avait prononcé cette phrase avec un grand sérieux et même une sorte de gravité affectueuse que personne ne m'avait témoigné jusqu'à présent. J'en étais gêné. « Prenez comme moi un margarita. » Le jockey m'a apporté un margarita, puis il a disparu par une porte vitrée derrière le bar. « Je ne savais pas que vous étiez sorti de clinique, m'a-t-elle dit. J'étais absente de Paris pendant plusieurs semaines. Je comptais prendre de vos nouvelles. » Il me semble, après ces dizaines et ces dizaines d'années écoulées, qu'il faisait d'abord très sombre dans cet endroit où nous nous trouvions assis face à face. Nous étions dans l'obscurité comme dans le cabinet d'un oculiste qui vous met au fur et à mesure devant les yeux des verres à l'intensité différente pour que vous puissiez enfin déchiffrer les lettres là-bas sur le tableau lumineux. Vous auriez dû rester plus longtemps à la clinique. Vous vous êtes échappé ? Elle souriait de nouveau. Plus longtemps ? Je ne comprenais pas. Les lettres étaient encore bien brouillées sur l'écran. On m'a dit de partir, lui ai-je dit. Un monsieur Solière est venu me chercher. Elle a paru étonnée, elle a haussé les épaules. Il ne m'en a pas parlé. Je crois qu'il avait peur de vous. Peur de moi ? Je n'aurais jamais imaginé faire peur à quelqu'un. Vous lui sembliez plutôt étrange. Il n'a pas l'habitude de gens comme vous. Elle avait l'air embarrassée. Je n'osais pas lui demander en quoi consistait exactement mon étrangeté aux yeux de ce Solière. Je suis venue vous voir 2 ou 3 fois à la clinique. Malheureusement, c'était toujours à des moments où vous dormiez. On ne m'avait pas averti de ces visites. Brusquement, un doute m'a traversée. Je suis restée longtemps dans cette clinique. 1 dizaine de jours. C'est M. Solière qui a eu l'idée de vous faire transporter là-bas. Il n'aurait pas pu vous garder à l'Hôtel-Dieu dans l'état où vous étiez. À ce point-là, il pensait que vous aviez pris des substances toxiques. Elle avait prononcé ces 2 derniers mots avec beaucoup d'application. Je crois que je n'avais jamais entendu quelqu'un me parler de manière aussi calme, avec un timbre de voix aussi doux. L'écouter avait le même effet apaisant que la lecture des merveilles célestes.